J'ai sélectionné pour vous pour Halloween 2 films. Ce sera tout d'abord le chef-d'œuvre de John Carpenter, le film séminal du slasher, du tueur avec un masque et un couteau. Et je vous parlerai aussi de l'excellent Society de Brian Yuzna. Halloween de John Carpenter. Un monument. Le Halloween de John Carpenter. De toute façon, toute la filmographie de John Carpenter est indispensable. C'est le maître du cinéma, le maître du découpage. Alors, il faut savoir que ce film qui lança véritablement sa carrière, parce que Dark Star qui l'avait précédé, ainsi que Assaut n'avaient pas rencontré non plus des grands succès, il va tout simplement signer l'un des films indépendants les plus rentables de l'histoire du cinéma. Il faut savoir que le film avait été envisagé dans un premier temps comme l'histoire d'un psychopathe qui attaquait plusieurs babysitters. Carpenter, pour des raisons d'efficacité narrative, va recentrer l'action du film sur une seule nuit. C'est logique de la part de John Carpenter. John Carpenter, c'est son influence principale, c'est cinéma classique, c'est War Dogs. Il sait l'importance de recentrer sur une unité de temps et de lieu. De plus, c'est aussi quelqu'un qui a toujours plutôt bien tenu ses budgets et il sait pertinemment que de recentrer sur une nuit au niveau des conditions de tournage, des lieux, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux. Quand on voit un film de John Carpenter, on est tout de suite marqué par la simplicité et l'efficacité du film. On serait presque tenté de dire que chez lui, on ne voit pas le découpage, on ne voit pas la succession des plans, parce que son but principal, c'est l'efficacité de la narration. Pour comprendre sa mise en scène, il faut avant tout lire ses interviews où il explique comment il compose ses images. John Carpenter est un cinéaste de la soustraction. Et oui, on n'est pas dans le cinéma moderne, ne me fous pas des images de synthèse partout, 40 trucs dans le cadre, on comprend pas. Et je t'en fous partout pour te faire croire que je suis un grand cinéaste. Lui, il se demande à chaque fois qu'il fait un plan ce qu'il peut enlever dans son cadre pour que celui-ci soit le plus efficace possible. Chaque élément à l'image n'est pas là par hasard. C'est la soustraction, c'est-à-dire je vous prends un cadre, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce qui est cinématographique ? Et c'est ce qui fait un film comme Assaut une réussite totale. C'est d'une pureté, d'une limpidité. Et c'est pareil dans Halloween, le résultat à l'écran est bluffant. On a l'impression en permanence quand on regarde un film de John Carpenter de voir un cours de cinéma où le cinéaste nous montre la primauté du langage cinématographique sur les dialogues. Parce que il ne faut pas oublier, et ça c'est ce qui me gêne dans le cinéma français, le cinéma est un art de l'image. On passe pas tout par le texte, tout doit passer par la mise en scène. Il suffit de voir le plan séquence inaugurale du film pour comprendre que John Carpenter est un maître, qu'il a tout compris à la mise en scène. Tous les éléments dramatiques sont là. On voit la citrouille qui nous indique que nous sommes à la fête d'Halloween. Nous avons 2 jeunes gens qui découvrent les joies de la sexualité et un tueur masqué avec un couteau et surtout sans aucune psychologie quand on découvre avec horreur qu'il a le visage d'un enfant. Le tout avec une caméra subjective que n'aurait pas renié Michael Powell dans Le Voyeur. C'est de la grande mise en scène. Les gars, si vous voulez voir un truc, si vous voulez comprendre ce que c'est la mise en scène au cinéma, regardez ce plan séquence, il est absolument formidable. À ce titre, ce qui est fascinant dans Halloween, c'est sa radicalité. On est très loin de l'écriture des blockbusters et des séries actuelles trop surexplicatives. Aucune psychologie dans le film. Carpenter veut tout simplement nous faire un film qui fait peur avec un tueur agissant froidement comme s'il incarnait lui-même le dieu de la mort pendant Halloween. Une ombre implacable qui marche et s'avance le couteau à la main. Il fallait un grand cinéaste pour réussir un film pareil. Mais John, c'est pas un grand, c'est le meilleur, tout simplement. Mise en scène solide et précise. Les cadres sont absolument parfaits. Il y a une gestion d'espace qui est grandiose. Il faut savoir quand même que Carpenter a utilisé la moitié du budget juste pour avoir des caméras Panavision pour filmer en scope. Le cinéma d'horreur, d'habitude, on le filmait dans des formats moins larges. Mais lui, il avait compris une chose essentielle avec le cinémascope, c'est jouer sur les emplacements vides dans le cadre, afin de créer chez le spectateur la peur qu'un danger survienne à n'importe quel moment. Le cinémascope est essentiel chez lui. Le plan large, c'est le centre même de son cinéma. Lui, ce qui est primordial, c'est de situer les personnages par rapport à l'espace, mais aussi les uns par rapport aux autres. C'est une question de distance, de proximité, et c'est ça qui établit les rapports de force. C'est essentiel dans le cinéma d'horreur. La position du tueur devient primordiale. C'est un enjeu de survie pour les personnages. Je vous parle de mise en scène, mais l'essentiel dans la mise en scène, c'est aussi la photographie. Et là, Dean Cuddy. Dean Cuddy, c'est un immense chef opérateur. Il suffit de voir Fog de John Carpenter. C'est absolument extraordinaire. Et lui, tout comme John Carpenter qui travaille sur les espaces libres où peuvent surgir le tueur, lui, il va jouer sur les zones d'ombre. Il nous offre une photographie crépusculaire absolument magnifique. Elle n'a pas pris une ride, c'est encore un bonheur de voir le film. Et il ne faudrait pas oublier non plus une excellente actrice. Parce qu'on a eu beaucoup de Screaming Queen. Ah, mon Dieu, je vais être tué. Mais
Franchement, Jamie Lee Curtis, c'est la meilleure. C'est une excellente actrice. Elle le joue simplement, mais elle le joue bien. On sait quand même qu'à l'époque, John Carpenter l'avait un peu choisi pour rendre hommage à Alfred Hitchcock, qui avait donné à sa mère Janet Leigh un statut légendaire dans Psychose. Enfin, en anecdote, il faut savoir qu'il y avait eu 2 masques qui avaient été sélectionnés par l'équipe artistique. Un masque de clown et un masque blanc, qui était un masque à peindre du capitaine Kirk, et oui, dans la série Star Trek. Et le masque de capitaine Kirk, il a été acheté pour 1 euro, en gros, pas beaucoup plus. Plutôt qu'un masque marqué qui donne une personnalité, là, on est vraiment un masque qui est le plus anonyme possible, et c'est vraiment la grande idée. Bon, après, ils vont modifier légèrement, mais je pense que ce masque, c'est le plus simple, mais en même temps, il est parfait pour ce tueur, parce que c'est une entité, il n'est pas vraiment personnifié, et ce masque, il va devenir légendaire, il est encore utilisé dans les énièmes suites et remakes. Enfin, il faut savoir une autre chose, c'est que Donald Pleasence, c'était pas l'acteur qui avait été envisagé à la base. C'était plutôt les grands maîtres de la meurtre, Peter Cushing, Christopher Lee, mais bon, ils l'ont refusé parce que voilà, il y avait un trop petit cachet. Alors, Pleasence, lui, il a dit, bon, j'ai accepté parce que j'ai quand même un paquet de pensions alimentaires à payer. Et parce que sa fille avait adoré Asso. Asso avait fait un petit culte en Angleterre, donc il s'était dit, pourquoi pas. Et c'est une collaboration quand même qui va durer, puisque Pleasence et Carpenter les retrouvent pour un autre chef-d'œuvre, New York 97, encore un autre chef-d'œuvre, Le Prince des Ténèbres. Halloween, c'est vraiment la marche à suivre. C'est le cinéma d'horreur, la quintessence même. C'est un film où on a peur et franchement, quand on regarde les films d'horreur, quel plaisir. Si vous avez aimé Halloween, j'aime bien vous conseiller d'autres films. Alors, là, ça me semblait essentiel de vous dire de regarder Black Christmas de Bob Clark, parce que Black Christmas précède Halloween, et c'est souvent considéré comme l'ancêtre du film de Carpenter, mais aussi de Scream. Bon, c'est vrai que le tueur ne se promène pas toujours avec un couteau, il n'a pas de masque, mais son visage reste les 3/4 du temps dans l'obscurité. Puis on y voit déjà de jeunes gens se faire trucider par rapport à un événement de calendrier. Et en plus, c'est marrant parce que c'est un film qui est réalisé par un cinéaste qui a signé un grand film sous influence de Romero, Le Mort-Vivant, et qui a réalisé Porky's. C'est là une des premières comédies grivoises avec des jeunes gens. L'autre film que je vous conseillerais, c'est La Baie sanglante de Mario Bava. Et oui, Bava, il n'a pas inventé que le giallo avec 6 femmes pour l'assassin. C'est lui aussi qui va être l'initiateur du cinéma d'horreur américain, avec ses tueurs masqués, qui sont prêts à se jeter sur de jeunes gens. Alors, La Baie sanglante, c'est 10 meurtres cruel, où on voit que le cinéaste il est quand même assez sadique, et c'est exécuté par une entité, on voit un masqué anonyme qu'on ne voit pas et qui assassine une bande de décérébrés. Ça sera un peu le cas dans les films après Halloween, où vraiment les jeunes gens, limite on a envie d'être un tueur.